Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit un grand du taekwondo, je vais dire au Canada, parce qu'il a été au Québec longtemps, mais maintenant il est dans une province voisine. Donc, Monsieur Gilles Savoie. Bonjour, Monsieur Savoie, ça va bien? Oui, bonjour, très bien, vous-même? Ça va bien, merci. J'aimerais ça pour commencer l'entretien, que vous nous situez un peu à quel moment se sont faits vos débuts dans les arts martiaux, puis avec qui, comment ça s'est passé? J'ai commencé à l'âge de 9 ans. J'ai 63 ans, ça fait un bon bout. J'ai été chercher ma ceinture noire en karaté et en jiu-jitsu. Puis au début des années 80, j'ai rencontré le grand maître Chung Soo Lee de Montréal en taekwondo. Puis j'ai tout le temps été avec lui depuis ce temps-là, parce que on a partagé nos philosophies, puis la biomécanique. Lui, il aimait beaucoup la biomécanique du mouvement. C'est ça qui m'intéressait dans les arts martiaux. On a vraiment bien coopéré ensemble. OK. Puis ça, c'était, vous avez commencé avec lui donc à Montréal à l'époque? À Montréal, en 82. 82, parfait. Puis après, comment s'est passé votre progression? Je veux dire, vous avez enseigné longtemps, donc à quel moment dans votre progression martiale vous vous êtes dit, je vais transmettre à mon tour? J'étais déjà instructeur lorsque j'ai rencontré Maître Lee en 82. J'enseignais le karaté à l'époque, en Gaspésie. Okay. C'est là, quand je l'ai connu, j'ai aimé vraiment son art martial. C'est là que j'ai resté avec lui comme instructeur. Okay. Mon école, au lieu d'être du karaté, c'était du taekwondo que j'enseignais. Puis ça a été comme ça jusqu'à encore aujourd'hui. OK. Moi, je m'occupais de la Gaspésie. Lui était à Montréal. Mon travail était en Gaspésie. Mais vous travaillez ensemble, puis c'est ça, là, vous le dites un peu par la bande, c'était dans mes questions éventuellement. Vous avez eu une carrière en parallèle, c'était quoi votre travail de jour? Je suis technologue en instrumentation et contrôle. Je travaille dans le domaine industriel. OK. C'est ça, je travaillé 25 ans dans une usine, une papeterie. Une usine où on faisait du papier, des boîtes de carton. Mm-hmm. Puis l'usine a fermé en 2005. C'est à ce moment-là que j'ai dû déménager Nouveau-Brunswick pour un autre emploi. OK. Puis là, je pense qu'on a sauté un petit moment dans tout ça parce que vous avez dit quand vous avez rencontré Maître Lee, vous faisiez déjà du karaté. Donc, si on reculait un peu plus avant, qu'est-ce qui vous a amené aux arts martiaux, au karaté en premier, mais aux arts martiaux dans le fond en général? En 69, c'est ça, en 69, 9 ans, ce qui fait connaître beaucoup les arts martiaux, c'était Bruce Lee à la télévision, dans les films. Je peux pas dire que ça n'a pas une influence. Bruce Lee était quelqu'un qui était agile, rapide, il était fort, puis il défendait les autres. C'était quelqu'un qui était puissant, mais c'était pas un bagarreur de rue, c'était tout le temps pour défendre quelqu'un. C'était quelqu'un qui était respecté dans ses films, je veux dire. Là. C'est films, c'est ce qu'il dégageait. Tu voulais être fort comme Bruce Lee, tu voulais être en contrôle. C'était le contrôle qu'on voyait dans Bruce Lee, la vitesse de ses mouvements. C'est surtout ce côté technique-là que j'aimais beaucoup, là, que je retrouvais avec Maître Lee, que lui mettait l'emphase sur les mouvements, sur la biomécanique également. OK, je comprends. Puis quand vous avez commencé en karaté, c'était où? C'était en Gaspésie? C'était en Gaspésie. C'était en Gaspésie. C'était un monsieur de Murdochville qui l'a enseigné où ce que moi je demeurais. OK. Puis c'était avec du Shotokan, j'imagine, à l'époque? C'était du Senkukai. OK. J'avais fait un petit peu de Shotokan auparavant, mais lui, c'était du Senkukai. Ça qui se ressemblait un peu. C'est un petit peu plus des déviations, mais c'était... je trouvais qu'il y avait vraiment un bon parallèle ensemble.
T'as pas mélangé. Puis, donc, vous en avez fait quand même, une dizaine d'années avant de faire le saut vers le taekwondo? Ben, j'avais commencé à 9 ans. À 9 ans, j'avais commencé, c'était d'Aikido à l'époque. OK. L'Aikido, oui. Oui. Après ça a changé de nom. Ils ont changé dans les années 70. C'était en taekwondo qui changeait parce que c'est là qu'il devenait une discipline. Ils ont voulu faire un sport national. J'aimais moins ce style-là. J'étais intéressé vers le karaté, puis le karaté a répondu à mes besoins. Jusqu'à ce que je rencontre Maître Lee, que là, c'était différent, mais c'était encore basé. C'est que Maître Lee enseignait, je sais pas, le taekwondo, ça regroupe les 6 plus grosses écoles d'arts martiaux qu'il y avait en Corée. Maître Lee, il vient du style Judokan, qui est basé beaucoup sur le karaté. C'est pour ça que je trouvais vraiment qu'il y avait un bon parallèle avec le style Judokan que Maître Lee enseignait. Ouais. Il y a d'autres taekwondo qui viennent d'un autre style, c'est d'autres écoles, d'autres philosophies, d'autres styles. Mais lui, ça rapprochait beaucoup du karaté à l'époque. Puis ça m'intéresse d'avoir votre perspective sur le taekwondo. Vous l'avez enseigné toute votre vie. Moi, c'est le premier art martial que j'ai pratiqué étant enfant. J'en ai fait un peu. Mais on a reçu sur le podcast plusieurs enseignants d'expérience. Puis une des choses qui ressort, c'est que peut-être au fil du temps, le taekwondo a comme perdu son aspect martial au profit du sport. Peut-être à cause des Olympiques. C'est quoi votre perspective? Je pense que c'est un peu la même chose qui est arrivé au judo aussi. Le judo était un art martial, puis quand c'est devenu un sport, le sport devient plus la même. C'est sûr qu'il y a une différence. Puis lorsqu'on regarde le taekwondo des années 70-80, le sport de combat du taekwondo, à l'époque, moi je suis de la Fédération mondiale de taekwondo, quand on faisait des combats, c'était 1-0, 0. Même des fois, c'était 0-0, il n'y avait pas de pointage qui était donné. C'était lui qui avait démontré de plus de contrôle et d'agressivité dans le combat qui remportait la médaille. Aujourd'hui, tu vois, c'est 90 à 70, il y a beaucoup de pointage. C'est aussi qu'un contact qu'un point. Ça fait, la force est moins favorisée, la force d'impact est moins favorisée qu'elle était à l'époque. Si c'était pas un coup avec une portée, tu n'avais pas de points. Ça fait, les techniques étaient développées pour de la puissance à l'époque. C'est là que la biomécanique était vraiment importante. Pour éliminer, c'est sûr, aux Jeux Olympiques, ils veulent pas de blessures, puis ils veulent de quoi qui est impartial. Si tu veux de quoi impartial, ils ont commencé avec les plastrons électroniques. Ça se discute moins que le plastron électronique. Le point, il y a eu un touché, oui, il y a un point. Avant ça, dans mon époque, c'était un point, c'était pas un point. Ah, c'est pas assez fort, lui, sinon c'était plus fort. Tu pouvais faire, il y avait des protets parce que le monde, il pouvait discuter le pointage parce que c'était très arbitraire. Si tu veux faire un sport juste et équitable, c'est un peu comme le hockey. La POC est-tu dans le net? Elle a-tu fait un point? Bon, elle n'a pas rentré dans le net, il n'y a pas de point. Dans les arts martiaux, y a-tu frappé? Si il n'y a pas un KO, c'est-tu un coup porté avec puissance assez pour donner un point? Là, c'est ça fait des frictions. Avec le système électronique, si tu viens de réparer ça, tu fais un art martial qui est différent de ce que moi qui m'a attiré dans mon époque, qui était la puissance, c'était les hanches qui rentraient, c'était différent. Mais par contre, je le retrouve dans les formes au taekwondo aujourd'hui. Le taekwondo dans les formes a amélioré beaucoup comparé aux années 80. La qualité technique des hanches, connectées sur l'axe, qu'on va chercher les leviers, on va le chercher dans les formes. Je trouve que ça a vraiment fait une montée. Puis je pense qu'on voit que les gens qui sont peut-être plus déçus du style de combat qu'on voit aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ont été vers les formes où ce que c'est là, il n'y a pas de manière à faire ton blocage, à faire tes techniques. C'est vraiment les hanches qui sont, si tes hanches sont pas dedans, si c'est pas solide, t'as pas de solidité, t'as pas de précision, t'auras pas ton pointage. Puis ça ressemble, c'est vraiment ton axe, c'est ton sang qui est dans tes mouvements, comme ça devrait être dans les coups de pied. En combat aujourd'hui, si tu l'as pas dans les coups de pied, si tu as eu contact, t'as ton point. On va pas rechercher la même chose. Mais je pense que la qualité, l'athlète qui veut chercher de la précision puis le développement à l'intérieur, dans les formes au taekwondo d'aujourd'hui, tu vas le retrouver, même encore plus que dans les formes des années 80, je pense. Oui. Puis est-ce que, à vos yeux, il y a une différence, mais maintenant ou de façon concrète, est-ce qu'il y a une différence dans la pratique du taekwondo? Parce qu'il y a 2 fédérations maintenant où ils ont été regroupés, parce que dans mon temps, il y avait ITF et WTF. Là. Il existe encore. Il y a encore plus que 2 fédérations aussi. C'est les 2 principales qu'il y a. Il y a des gens d'ITF qui ont changé pour aller WTF pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques, parce que c'est seulement WTF qui va aux Jeux Olympiques.
Même à l'intérieur de la même fédération, le style va changer. Comme je disais, moi, je viens du judokan. Si l'autre vient d'une autre lignée, tu vas aller dans la classe, tu vas prendre les deux athlètes, ça peut ne pas se ressembler du tout. Ça peut être aussi différent que ceux qui font du karaté, puis qui font un autre style de taekwondo. Ce qu'ils ont en commun, puis c'est ça qui était le but de créer le nom taekwondo, c'était d'avoir les mêmes réglementations de compétition. Quand on a voulu créer taekwondo, c'était ça. Ils ont dit, on va prendre les 6 plus grosses écoles qui existent. On va se regrouper ensemble, on va choisir un nom. Ils ont choisi taekwondo, que take c'est coup-pied, kwan c'est coup-poing, do c'est la philosophie de vie. Puis on dit, on va s'entendre sur le règlement de compétition. Fait, le meilleur style va remporter. Fait, c'est différentes écoles, aussi différentes que tous les autres arts martiaux, mais ils ont un nom commun. C'est le nom qui est commun, mais c'est pas nécessairement le style. Ben ça, c'est la première fois que j'en entends parler de cet aspect-là, qu'il y avait plusieurs écoles avant que ça devienne le sport national. Ça l'est, puis c'est taekwondo, c'est pour ça que c'est un généraliste, le terme taekwondo. Quelle école tu viens? Tu peux encore passer tes examens dans ton style principal aussi, si tu veux. Le Kukiwan regroupe les plus grosses écoles, il représente le taekwondo, qui est la plus grosse école de taekwondo en Corée. Mais je peux passer mes ceintures noires dans mon style judokan si je le veux aussi. L'entité propre de chaque école, il y en a plusieurs qui ont resté distincts parce qu'ils aimaient leurs différences puis ils croyaient à leur style, fait ça a resté présent. Mais n'empêche que le point commun entre eux autres, c'est les règlements de compétition. OK. Donc, concrètement, c'est le même principe qu'en karaté. Si on dit, je fais du karaté, mais sans mentionner le style, on reste dans la généralité. Le style fait beaucoup de la différence. Fait que le karaté, c'est un peu ça aussi. Dans Matanga, tu as des championnats de Shotokan. Tu vas voir, il y a moins de championnats qui regroupent toutes les écoles de karaté. Oui, il y a beaucoup de divisions entre les c'est un peu ça qu'on fait. Taekwondo, ils ont voulu regrouper, puis ils ont créé Taekwondo. Y a-t-il des divisions? Oui, encore des divisions. Il y a la ETF, il y a d'autres fédérations qui ont gardé leur distinction. Comme qu'il y en a qui font les deux aussi un peu, pour pouvoir profiter des deux côtés. Oui, pour pouvoir aller aux Olympiques. Mais tant que tu suis la réglementation, si tu as une meilleure technique, si tu crois que ta façon que tu fais si tu fais ton mawashi-giri en karaté, que tu crois que c'est cette façon-là qui doit être faite, si tu fais ton pointage mieux avec ça, tu vas te démarquer en compétition. Tant que tu suis les règles de compétition. La compétition te règle pas ou te dicte pas la façon dont tu vas faire ton coup-pied circulaire. C'est si tu touches le point la cible qui donne un point, tu vas avoir ton pointage. Puis, je retourne encore dans le passé parce qu'il y a un aspect qui m'intéresse. Vous venez de Gaspésie, puis on a quand même un certain pourcentage d'auditeurs français, là. Fait qu'on va juste les mettre en contexte, là. Moi, je suis dans la région de Montréal, donc de Montréal à, disons, Gaspé, on parle d'un 12 heures de route environ, hein, c'est ça? Oui. Environ. Ça dépend comment vite sur route. C'est ça. Donc, on reste dans le Québec, là, on reste à l'intérieur du même territoire, mais c'est énorme la distance. Donc, j'imagine qu'à l'époque, quand vous étiez jeune puis que vous avez commencé les arts martiaux, les écoles, ça pleuvait pas comme aujourd'hui. Là, il y en avait. C'est pour ça la compétition, comme moi, je m'ai beaucoup moins impliqué dans les compétitions. C'était pas accessible comme ça l'est aujourd'hui. C'était pas accessible. Je me souviens même dans le temps que j'enseignais, on dit, OK, on va aller à un championnat à Québec. Par le temps, tu mobilises un autobus pour y aller. Il faisait une tempête de neige, on restait pris à Rivière-du-Loup. C'était des coups, il fallait que tu retournes de bord, des coups. On devenait plus une petite région autonome, puis on faisait une petite compétition. Mais puis qu'est-ce que tu fais pour stimuler tes élèves à ce moment-là, si tu les stimules pas en sortant à l'extérieur pour faire des compétitions? Puis là, tu sors beaucoup, faut t'innover. T'innoves au niveau technique, sur les pages, sur des coussins, tu fais des jeux d'exercices, de techniques. C'est là qu'on a développé beaucoup de la technique. C'est pour ça que j'aime parce que j'aimais la biomécanique, j'ai pu pousser plus de ce côté-là. Puis ma profession, technologue en instrumentation et contrôle, c'est les procédés industriels. On fait des contrôles, on contrôle des procédés de débit, de température et tout ça. L'aspect de contrôler un procédé physique, puis contrôler tes techniques pour avoir le maximum de puissance, il y a un très grand parallèle là-dedans. On réussissait. Quand j'ai fermé, j'avais 3 écoles, j'avais 150 élèves à Gaspésie. 150 élèves dans un petit peu de densité de population, c'était quand même bien. Puis on a fonctionné pendant mes 3 écoles, ça faisait 25 ans que j'enseignais quand moi j'ai parti.
puis un de mes élèves qui a continué à enseigner dans une des écoles dans le club de Maria. Ça continue. C'est qu'on stimule, on fait beaucoup d'emphase sur la qualité technique. On va aller chercher le maximum de puissance pour la technique sur le coussin. Puis je pense que tu te découvres, puis tu peux t'épanouir dans ce domaine-là, même si tu ne fais pas de la compétition régulièrement. Hein. Mm-hmm. Bien, je trouve ça intéressant parce que j'ai reçu un invité aussi qui s'appelle, c'est Sensei Ken Toilette, qui lui est en Abitibi. Puis il me décrivait un peu la même chose dans le sens où il y a comme un petit circuit compétitif régional parce que c'est 6 heures de route partir de l'Abitibi puis se rendre à Montréal. Je trouve ça important. Moi, je viens de région aussi, là, je viens du centre du Québec, puis je trouve ça important qu'il y ait des gens qui restent dans leur région puis qui tiennent ça à cœur de développer des activités pour les gens de là-bas. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de gens, même au niveau de la boxe, beaucoup de gens qui font de la boxe, puis font juste l'entraînement de boxe sur le ballon. C'est pas de la boxe avec un adversaire qui veut le faire, juste l'entraînement, le workout les intéresse beaucoup. Au taekwondo, tu peux faire la même chose, tu travailles sur des cibles, puis des cibles, tu improvises, il faut que tu juges. C'est pas toi qui décides où la cible va aller. On faisait des compétitions parce que c'est dur à jumeler les mêmes poids. Souvent, on faisait des compétitions, puis c'était des combats sur les gants qu'on faisait. Tu avais l'arbitre et des gants dans le milieu, puis il bouge les gants. Tu sais, l'élève, il faut qu'il s'ajuste, puis il faut qu'il improvise parce qu'il ne sait pas où que le gant va aller, puis il faut qu'il fasse des combinaisons techniques également. C'est une autre dynamique qui est intéressant. On leur attribuait des médailles en travaillant comme ça. Puis il pouvait s'épanouir, puis il était content. On avait des bonnes participations aussi. Ah oui. Puis, je sais que, si je ne me trompe pas, que vous avez écrit un livre ou plusieurs livres. Est-ce qu'on peut en parler? Comment c'est arrivé, ça? J'ai 3 livres qui ont été publiés. Puis les 3 ont été publiés en anglais aussi, en français. En français en premier, après ça, ils ont été traduits. Le premier, je l'avais écrit en l'an 2000. C'était quand j'ai fait ma thèse pour obtenir ma 6e dan. Moi, je croyais, comme j'ai dit, j'aime beaucoup la biomécanique, je travaille beaucoup les 2 hanches, il n'y en a pas juste une hanche, je pivote sur l'axe. J'ai élaboré beaucoup là-dessus en me servant d'un système d'horloge pour pouvoir expliquer, optimiser la technique quand tu fais un coup de pied, où ta hanche doit commencer, où est-ce que c'est le plus, comment tu peux optimiser ton mouvement, puis c'est à quel point que tu devras commencer à déplacer ta hanche, puis où tu devrais le déplacer, puis aller chercher le maximum de tes leviers. Mon travail était reposé là-dessus, puis j'ai présenté ça en Corée pour ma 6e dan, puis qu'ils l'ont accepté, que je l'avais reçu à l'époque. Après ça, j'ai été approché pour le publier. Puis une fois que ça a été publié en français, les tirages ont été épuisés, ça a été traduit en anglais, ça a été épuisé. J'écoutais les commentaires des gens, puis les gens me disaient, que j'avais fait beaucoup de théories, parce que je me disais, c'est dur à mettre tout le mouvement dans une photo. Je me suis dit, je vais aller en détail. J'ai écrit, je servais beaucoup de la physique moderne pour expliquer le mouvement. Dans les commentaires que j'avais eus, ce serait pas la même chose, mais avec plus d'illustrations. Moi, j'en gardais, ça cause par le niveau où ton torse doit être par rapport à tes hanches, puis tu travailles tes 2 hanches. Quand tu as un doubok ou tu as un kimono sur ton dos, tu vois pas l'angle, tu parles de 10 degrés, 15 degrés, ou ce que c'est dur à représenter. Je me demandais comment je peux faire ça. C'est là que j'ai pensé à faire un petit mannequin que tu prends tout articulé. Là, avec le système d'horloge, comme je vais juste montrer un petit peu, là, vu que... Avec un système d'horloge, là, tu peux orienter ta hanche. Je peux regarder quel angle que le haut du corps est par rapport à la hanche et toutes les aiguilles qui pointent à l'horloge, le centre de gravité, comment est-ce qu'il doit se déplacer. J'ai fait mon 2e livre, c'était le guide illustré du taekwondo, dans lequel on voyait plein d'illustrations. Mais je pouvais pas reprendre ma théorie qui était dans le premier parce que ça m'appartenait plus, c'était vendu à la maison d'édition. Je pouvais pas, tu sais, j'avais vendu mes droits d'auteur. J'ai fait le livre illustré, puis il fallait que le personnage achète les 2. À la fin des années 2000, je pense en 2007, mes 2 livres ont été complètement vendus, j'ai pu retrouver mes droits d'auteur. Là, j'ai créé mon 3e qui est lui ici, que lui, c'est 380 pages. Lui, il contient le premier, que j'ai remis à jour, que j'ai travaillé beaucoup. J'ai les illustrations du 2e. Puis avec mon expérience de donner des séminaires que j'ai additionné dedans, lui, il y a le complet dedans. Parce que là, j'avais tous mes droits d'auteur, j'ai pu faire le volume complet.
Puis là, le troisième, le nouveau, le plus récent, il est disponible pour les gens si Oui, quelqu'un veut se... tu peux disponible sur Amazon, dans les librairies aussi, mais Ouais. dans les Amazon, il n'est pas sur Amazon. En français, c'est Taekwondo, la nouvelle édition, puis en anglais, c'est The New Edition. Taekwondo, The New Edition. OK. Puis, fait que c'est sur Amazon, je mettrai les liens en description en ce moment-là pour les gens. Puis, pensez-vous, la transmission du savoir de votre génération puis des générations, tu sais, aux nouvelles, est-ce que vous trouvez qu'elle se fait bien? Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu comme une perte de transmission, quelque part une perte de savoir, parce qu'il y a des grands maîtres qui sont partis sans qu'on ait les moyens qu'on utilise en ce moment pour vous recevoir, pour vous faire parler, tu sais. Est-ce que le livre, c'était un peu ça que vous aviez en tête, de permettre aux autres de Moi, le livre, je trouve, en pouvant jumeler, en allant chercher le meilleur de mon premier, puis du deux, je trouve qu'il est très complet, puis c'est vraiment toute mon expérience qui est dedans. Puis avec l'expérience que j'ai en donnant des séminaires, j'ai essayé de faire comprendre un mouvement à quelqu'un sans y tenir la jambe puis le faire travailler. Puis même en faisant ça, il faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans son corps, où ce qui est son axe, c'est quoi tourner sur l'axe, comment tu peux connecter tous tes leviers, tous tes principes, tous tes systèmes de leviers qui soient connectés en tout temps avec ton axe. Puis en même temps, c'est ta respiration qui synchronise tous ces mouvements-là. Essayer de se faire comprendre ça, c'est pas facile avec des mots, puis même avec un dessin, ça prend beaucoup d'expérience. Mais à force de donner des séminaires, des questions, puis les gens, ils bloquent pas mal tout le temps. Une bonne partie du monde, ils comprennent la même chose, puis ils bloquent sur d'autres choses parce qu'ils ont d'autres aperçus. Et quand tu deviens adulte, tu comprends en associant sur des choses que tu as compris dans tes années antécédentes. Il faut toujours que tu fasses des liens. C'est capable d'aller trouver ces liens-là pour te faire comprendre, puis te faire saisir c'est quoi le message que j'essaie de véhiculer. Avec cette expérience-là, c'est ça que j'ai réussi à mettre dans le livre. Que j'ai réussi à... Mais c'est pas facile de... vous faites des arts martiaux vous aussi. Le cœur des arts martiaux, c'est la respiration. Puis on dirait que c'est ça que le monde met moins d'importance dedans. Ils vont mettre sur le mouvement. Ils vont dire, moi, je veux travailler de la force. Je veux de la force dans mon mouvement. La force, c'est pas toi qui détermine la force. Un auto qui va frapper un mur de béton, qui va frapper un mur de bois, puis qui va à la même vitesse. L'auto, il roule 100 km/h, il frappe un mur de béton. La force d'impact va être beaucoup plus grande que si qui roule 100 km/h, qui frappe un mur de bois. C'est ça qui frappe qui va décider quelle force d'impact qu'il va avoir, dépendant comment est-ce qu'il va résister au changement de vitesse qui est donné. Nous autres, c'est pareil. On donne un coup de poing, on donne un coup de pied. C'est pas moi qui détermine la force qu'il va donner à l'adversaire, c'est l'adversaire comment est-ce qu'il va réagir. Va-tu l'absorber, va-tu le décompte, va-tu le dévier? Seule chose que moi j'ai, quand je vais le frapper, au contact, il va avoir une masse qui va à une vitesse. C'est pas de force, c'est juste une masse. Il voit juste une masse qui voyage à une vitesse. C'est pas la force. C'est important que ma technique soit à haute vitesse à ce moment-là. C'est la vitesse qui est importante. Puis la vitesse, on va la chercher en travaillant nos leviers. Puis les leviers, on va les chercher en étant connectés avec notre axe. Si on va chercher 4 leviers, il faut que les 4 leviers soient en mouvement tout le temps. Il ne faut pas que tu en bouges 2, puis après ça, tu bouges les 2 autres après. Là, tu viens de les perdre. C'est synchroniser tout ça ensemble. Puis synchroniser tout ça ensemble, c'est la respiration qui fait ça. Être conscient de ta respiration dans tes mouvements, ça devient toute une autre école. Puis apprendre à vivre, respirer, c'est la vie. Ça devient très bénéfique de faire des arts martiaux quand tu te sens sur ta respiration, parce que c'est ça qui te permet de vivre. C'est pas juste faire des coups de pied, faire des coups de poing. C'est respire. Puis qu'est-ce qui va déranger ta respiration? Ça va être ton focus. Ton focus, tu as plein de choses qui vont interférer ta respiration. C'est tout travailler ces facettes-là qui va faire la différence. Qui fait un art martial complet ou une personne équilibrée. 100%. Puis j'allais vous demander justement, si vous aviez une carrière à côté, qu'est-ce que vous sentez que votre pratique des arts martiaux du taekwondo en particulier vous a apporté peut-être dans votre milieu professionnel? Comment ça vous a nourri? Moi, c'est l'observation, c'est tout le temps l'analyse. Puis je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses aussi parce que tes techniques doivent t'habiter. Quand tu fais ta technique, c'est toi qui fais ta technique. Moi, la technique, c'est comme tomber en amour. C'est une émotion. Ta technique devient très, très émotive. C'est une émotion qui t'habite.
Puis si tu peux la faire vivre, ton émotion, si tu peux être beaucoup sensible, c'est ça qui fait que ta technique devient puissante. Elle fait un avec toi. Ce qu'elle fait pas un, c'est comme le feu. Le feu, c'est de la chaleur puis c'est de la lumière. C'est deux sources d'énergie. Mais ce qui fait la flamme, c'est les deux sont unifiés ensemble. Ce qui fait mon corps, qui fait ma technique, c'est que tout est unifié ensemble. Puis c'est la façon que tu vas le ressentir, puis la façon que tu vas l'habiter, puis c'est la façon que toi, tu vas la faire vivre. Tu vas la faire vivre selon ton énergie. C'est un peu pour ça que mon livre, la page couverture, elle est grise. Le gris, c'est parce que, d'après moi, tout est apparence. Puis j'en parle dans le livre. Quand on parle de toute apparence, il y a rien qui est noir, et complètement noir et complètement blanc. Tout se situe entre les deux. Fait tout ce qui me suis exposé comme problème, comme vie, comme positif qui vient à moi, c'est pas noir et blanc. Fait c'est moi qui décide, c'est moi qui ai un pouvoir sur quel niveau, de quelle façon ça peut m'affecter. Qu'est-ce que les arts martiaux peuvent faire pour moi? Ça va m'ouvrir mon esprit dans mon travail parce que tout est apparence. Fait c'est comment tu fais pour voir la vraie chose? Pourquoi est-ce que c'est que toi, tu vas passer à côté d'un coucher de soleil? Ça va dire, oh, c'est donc bien beau, l'autre passe à côté, puis il le voit pas, puis ça, il dit rien tout. Puis dépendant comment tu te sens cette journée-là, tu vas le voir avec un autre œil, puis dépendant de tes émotions, dépendant de qu'est-ce que tu as vécu durant ta journée, ça change, ça. Fait ton combat, toi, tu veux faire ta technique, fait dépendant comment est-ce que c'est tu la ressens, puis qu'est-ce que tu as vécu, puis qu'est-ce que c'est que tu veux propager, elle sera pas pareille, ta technique. Fait t'as beau dire, je travaille ma technique de la même manière, comme quand je parle de ma spin kick, un 360, c'est mon pied favori. Je l'ai perdu, je la fais, ça fait 50 ans. Ça fait des années que je la fais, puis je l'adore. Je l'ai perdu l'année passée, puis je la perds souvent. Comment est-ce que si tu peux perdre une technique comme ça quand ça fait, tu pratiques ça à tous les 2 jours, je m'entraîne habituellement aux 2 jours. Je l'ai perdu, je l'ai retrouvé, ça fait peut-être 2 mois. Elle est pas là, je m'entraîne avec mon épouse, puis elle dit, il me semble, c'est pas correct, je sais, c'est pas correct, elle est pas là. Puis c'est pas parce que je la connais pas. Fait que je la connais, je sais comment la faire, j'ai les mêmes muscles, ça y va pas. Il a fallu que je travaille beaucoup sur moi pour la retrouver, là je l'ai regagné de nouveau. Mais il n'y a rien qui est acquis. Puis pourquoi est-ce que là, je l'ai pas? Fait pourquoi tu vas faire un combat, tu vas le perdre? C'est pas juste le physique. Fait le mental a un effet très, très, très grand. Puis ta perception de qu'est-ce qui t'entoure, puis c'est pour ça que j'aime faire les formes aussi. Les formes, c'est parce que t'es intérieur sur toi. T'es pas stimulé par ton extérieur. C'est vraiment à toi qui va. Ça te permet vraiment de prendre ton énergie, puis ta personnalité, puis l'extrapoler, le sortir. Le combat, tu es stimulé par ton adversaire. C'est une danse, c'est un jeu que tu fais avec. C'est comme plus facile parce que il t'impose puis il te force à réagir. La forme, c'est vraiment juste toi. Si tu n'as pas l'énergie dedans, c'est juste toi qui peux stimuler pour le faire. Enfin, c'est une très bonne école pour moi, faire des formes. Et je trouvais ça intéressant ce que vous avez dit sur la couleur, sur le gris. Trouvez-vous que, je sais pas, là, j'amène un peu mon opinion là-dedans, mais on manque, particulièrement ces années-ci, là, ces jours-ci, depuis, disons, 2-3 ans, on va dire ça comme ça, que le monde manque beaucoup de nuances, puis peut-être, justement, moi, ce que j'ai vu dans le fait que les arts martiaux ont été sur pause forcée, c'est l'impact bénéfique qu'on avait sur les pratiquants, sur les élèves, dans l'équilibre qu'on apporte dans leur vie. Puis je trouve que c'est ça qui manque en ce moment, de l'équilibre et de la nuance et de la nuance. Fait que le gris, c'est intéressant parce que récemment, j'ai réécouté avec des enfants un film pour enfants, familial, mais de mon époque. Et puis, je sentais que les enfants embarquaient pas autant, puis je pense qu'ils sont pas habitués à des personnages qui sont nuancés. Ils sont habitués à soit tout noir, soit tout blanc. Puis je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup, que les arts martiaux amènent la capacité à se contrôler soi-même, donc à gérer l'équilibre interne, puis aussi à gérer l'équilibre autour de nous, tu sais, la nuance. Mais t'as raison, puis les jeunes aujourd'hui, ils sont beaucoup stimulés. Enfin, c'est difficile. Dans notre génération, on avait un camion pour jouer avec. Tu avais le même camion pendant longtemps. Tu n'avais pas une. Fait, t'apprenais à inventer beaucoup. Tu étais beaucoup plus inventif. Tu allais chercher à l'intérieur. C'est pour ça que je reviens aux formes. Aux formes, je trouve surtout dans le temps de pandémie. Dans le temps de pandémie, j'ai fait des compétitions de formes en ligne que j'avais jamais fait avant. Je trouvais que c'était un bel outil. Ça te permettait de
j'ai compétitionné en Corée, j'ai compétitionné en Philippines, j'aurais pas fait ça avant, mais tu es chez toi, puis tu rencontres des gens, puis tu te fais évaluer par du monde qui te connaissent pas du tout. Mais c'est un outil que tu avais. Ben, j'étais tout seul dans mon petit gymnase ici à le faire. Fait, j'avais pas l'énergie de l'ambiance autour de me la donner. Fait, c'était vraiment moi qui allait chercher de la stimulation pour le faire. Je trouvais que c'était une belle occasion d'aller chercher ce stimulus-là qui vient, qui est moi, puis c'est moi qui fais la zone grise, c'est moi qui fais l'interprétation de quelle couleur. C'est le soleil, je veux qu'il soit beau, c'est à moi, ils mettent de l'émotion pour dire si bas, je veux aller me chercher, je veux que ça m'habite, cette émotion-là. La technique, pourquoi est-ce que j'avais perdu mon coupier circulaire arrière? Il y avait une résistance à quelque part, la synchronisation ne se faisait pas comme que j'aurais aimé. Fait, il y avait un blocage à quelque part, il fallait que je travaille pour le trouver, puis tiens, ça, après ça, je l'ai eu. Mais c'est une recherche constante à l'intérieur de nous autres pour pouvoir trouver les blocages. Tu sais, on évolue. Puis, il faut s'adapter. L'évolution, c'est l'adaptation au changement. Fait, tout change. Fait, si tu t'adaptes pas au changement, tu vas faire comme les dinosaures, puis tu n'iras pas loin. Lui qu'il faut rester, il faut qu'il s'adapte tout le temps. On évolue. Puis pour avoir un changement, tu vas t'adapter au changement. Pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un déséquilibre. Puis on aime ça des déséquilibres? Non, les gens cherchent tout l'équilibre. Mais il faudrait travailler que c'est pas atteindre l'équilibre que c'est ça qui est important, comme la recherche de l'équilibre. C'est dans ta recherche de l'équilibre que ça va faire la différence. C'est là que tu vas travailler beaucoup sur l'adaptation, le temps que tu le recherches, l'équilibre. Puis là, je parle côté mental, mais quand que je parle, comme dans le livre, au niveau des techniques, quand je travaille ma hanche quand que je suis en déséquilibre. Je commence d'une position de déséquilibre, puis c'est dans le temps que je cherche l'équilibre que je fais le mouvement de hanche. Tandis qu'il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup de pensées qu'il faut que je sois stable. Il faut que tu sois stable. Si je veux marcher, qu'est-ce que je fais? Je me fais tomber vers l'avant. Je mets mon centre de gravité vers l'avant, puis c'est en cherchant l'équilibre que je déplace ma jambe, puis là, je suis en train d'avancer, fait j'avance. J'avance, j'évolue, je m'adapte au changement. Fait, ça s'applique dans les arts martiaux, puis ça s'applique dans la vie de tous les jours. Puis si que le jeune peut comprendre ça quand il a 6 ans, 7 ans, à essayer de s'évaluer, à essayer de faire la technique par sentir, plus que tu es conscient de prendre des informations puis de les digérer avant de les sortir, c'est là qu'est toute l'école, c'est un réflexe. C'est un réflexe, c'est un mode de vie, puis c'est un peu pour ça qu'il est le dos dans le terme qui est la philosophie. La philosophie de vie, c'est pas une philosophie de vie qui t'est imposée, c'est pas quelqu'un qui te la donne, c'est toi qu'il faut que tu la trouves, faut que tu trouves ta philosophie, puis ton sens à la vie. C'est toi, puis c'est trouver ces moyens-là de t'adapter à tous les changements qui arrivent. Ouais, c'est tout à fait vrai. Puis aujourd'hui, là, maintenant vous êtes au Nouveau-Brunswick, tantôt hors d'onde, on en parlait un peu. Là, est-ce que vous pratiquez encore à titre personnel, mais donc vous donnez des séminaires, mais est-ce que vous avez vu un peu de quoi a l'air la pratique martiale au Nouveau-Brunswick? Je m'implique moins au Nouveau-Brunswick. J'ai donné un séminaire au Nouveau-Brunswick pour la Fédération du Nouveau-Brunswick. Ils m'ont demandé de donner un séminaire au niveau des formes, puis j'ai donné 3 séminaires, 2 séminaires, un au niveau des formes, puis un au niveau de la biomécanique, par le niveau de la biomécanique. Comme au Québec, j'ai été approché là, depuis l'année, ça va faire 1 an ça fait pas mal 1 an là. Je fais partie de Taekwondo Québec au niveau des comités des formes. Que je fais des capsules. Il y a des capsules sur le site que je travaille que j'ai une belle équipe dans le comité de formes. On travaille ensemble. Je fais des techniques, je fais des vidéos, puis je vais chercher. Le but des capsules, c'est pas de montrer les mouvements des formes, parce que là, il y a beaucoup de ça sur YouTube, c'est facile. Ben, c'est que je communique avec eux autres. C'est quoi qui voient les problèmes que les gens ont, qu'on a des difficultés à comprendre, saisir, qui est important. Fait là, je fais une capsule qui va pointer spécifiquement sur ce point-là pour essayer de donner des idées. L'expérience que j'ai dans la biomécanique, je l'applique un peu là-dedans. Même si je suis au Nouveau-Brunswick, j'aide beaucoup au niveau du Québec. En ligne à cette heure, c'est formidable. Oui, c'est facile. Le Nouveau-Brunswick est quand même pas loin c'est juste au bord de la baie. Oui, 100%. Puis les capsules, est-ce qu'ils sont disponibles au public ou c'est juste quand on est membre? Il y en a 13 présentement que j'ai faites, que j'ai travaillé dessus. Okay. On va sur Taekwondo Québec, puis on va dans...
il y a un onglet pour les pousser, puis toutes les capsules sont là. Ben je vais mettre un lien pour ça. Ça m'intéresse, ça. Vous avez parlé que vous avez fait de la compétition en ligne pendant la période de COVID. Puis avec le COVID, il est arrivé aussi la montée de... tu sais, l'Internet a pris encore plus de place. Il était déjà très là, mais je pense par défaut, par manque d'écoles ouvertes, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bon, ben au moins, je vais aller apprendre des trucs sur YouTube, des choses comme ça. Comment vous voyez ça? Je veux votre perspective à vous. Tu sais, il y a des gens qui sont totalement contre, des gens qui voient ça comme un outil complémentaire, des gens qui trouvent que ça fait la même job qu'un vrai prof. Pour vous, vous voyez ça comment? Pour moi, c'est complémentaire. Ben, ça revient un peu comme je disais tantôt, ça prend de la rétrospective, il faut que tu prennes de l'information, que tu le digères un peu pour voir si ça applique pour toi, si c'est selon ton instructeur, de la façon que tu apprends, parce que pour dire la même chose, pour faire comprendre la même chose, il y a plusieurs moyens. Des fois, on s'attarde sur un terme de quoi, puis ça nous apporte une mauvaise ligne, c'est carrément différent. J'ai suivi des séminaires en ligne. Les séminaires en ligne, c'est un peu comme ce qu'on fait là. Le professeur est là, puis j'ai une question, j'y pose. C'est pas comme juste regarder YouTube que je peux pas communiquer si j'ai pas compris quelque chose vraiment. Puis là, on pratique, puis il nous regarde, puis il peut corriger. C'est pas comme être sur place, mais ça permet d'aller voir des gens qui ont des spécialités que j'aurais peut-être pas vu autrement. Ben, moi, je pense que dans n'importe quelle formation, même aller suivre une formation en présentiel, il faut que ça prend ta logique. Quelqu'un t'enseigne de quoi, si tu le prends, as-tu vraiment compris? Parce que c'est sûr, ça fait 30 ans j'enseigne, 35 ans j'enseigne. Ça fait 40 ans. Tu penses que les gens ont compris. Ça fait des années que j'enseigne en posant des questions. T'as pas le choix de poser des questions. Tu penses qu'il a compris, puis lui dit, oui, j'ai compris. Mais non, il n'a pas compris. Pose des questions. Puis moi, je leur dis, j'adore parler. Pose-moi des questions, puis ça m'allume, puis ça me stimule, puis je vais répondre. Parce que j'ai aucune idée si tu comprends-tu ce que je dis. Moi, j'en ai ça à dire. J'en ai en masse à dire. Questionne là-bas, puis mon approche dans les séminaires, c'est ça. Puis même, on est convaincus, nous autres, des fois, on a compris ça. Mon épouse est 5e dan, elle est maître. Je m'entraîne avec elle. Puis, souvent, elle m'arrive, elle dit, ta technique n'est pas correcte. Je dis, ouais, elle est correcte. Puis des fois, c'est frustrant parce que, tu sais, tu mets de l'effort, puis elle dit, elle n'est pas correcte. Mais là, elle dit, c'est quoi tu veux faire? Ben, je dis, c'est ça. Elle dit, c'est pas ça que tu fais. Là, je me filme, j'en garde, puis Christy, elle a raison. J'en garde, puis dans ma tête, je l'ai, c'est ça, puis je m'ostine. Ben là, je m'ostine moins aujourd'hui, mais avant ça, je m'ostinais plus. Là, j'ai appris, ce qu'elle dit, c'est parce que j'ai vu, puis, mais c'est curieux comment est-ce que c'est ton impression, c'est que tu l'as, c'est correct, c'est ça. Mm-hmm. Elle dit non, tu le fais pas. C'est pas ça que tu fais. Mm-hmm. Ben. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que même quand on est enseignant, c'est important de rester un élève parce que c'est pas parce qu'on a acquis des connaissances que nous, on n'a pas des défauts puis des façons de faire qu'un œil extérieur va nous dire non, tu fais ça. Ah oui, c'est vrai. Puis des fois, je remarque mes défauts chez mes élèves, mais j'arrive pas des fois à certains défauts tu sais, j'ai encore du travail à faire pour les corriger sur moi-même. Oui. Le même défaut. Puis qu'on pense, puis même des fois qu'on l'a eu, puis on était correct, puis on peut avoir dévié un petit peu, puis on s'en rend pas compte qu'on a dévié. Puis on dit comment ça se rendu facilement, je faisais pas ça avant là. Ça prend. Puis souvent je le fais. Je vais me regarder, puis je le vois pas. Je sens qu'il y a une différence, je le vois pas, puis ça me prend mon épouse qui en garde. Ah, mais gars, as-tu vu? Ah, non, je l'avais pas remarqué. Puis pourtant, c'est pas parce que j'ai pas l'œil allumé. Tu sais, je l'enseigne, puis je le connais le mouvement. C'était parti sur une idée. C'était une idée préconçue, puis surtout, t'as le sentiment que tu le fais bien. Ça te met un petit peu à côté, des fois, de la coche qui t'empêche de le voir vraiment. C'est un peu comme que je parle de ce qui est gris. Tu le vois d'une certaine couleur, puis pourtant c'est là. Change ta perception, c'est beaucoup, ça a un grand jeu dedans. Ouais, c'est vrai, 100%. Je trouve que c'est un très bon mot de la fin. Je vais vous garder avec nous un petit peu plus longtemps. On va faire un petit segment qui est pour les abonnés qui nous soutiennent sur la plateforme Patreon. Ça va être des questions un peu plus informelles. Mais je voulais vous remercier. Ça a été très enrichissant de vous écouter. C'est quelqu'un qui a autant d'années d'expérience que vous. On vous laisse parler parce que il y a tellement de choses à partager. Merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui.
puis d'avoir réservé votre journée pour nous. Sérieusement, très, très, très apprécié. Et puis, les gens qui veulent écouter le reste, ben suivez-nous sur Patreon, patreon.com/Guerrier Podcast. C'est une façon de soutenir la continuité du podcast et les frais qui font que ça fonctionne. Et ben merci, Monsieur Savoie, encore une fois, puis bonne fin de journée.